Je remets mon bonnet. Mais pas mon masque. Voilà, merci Jacques d'être là. Merci de m'avoir invité. Ah bah, avec joie. Tu as un abonnement permanent ici, tu sais. Oui, quand tu as reçu. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que le jour où tu viens pas, je boude, tout ça. Voilà, tu parles tout seul. Voilà, c'est ça. Alors, on va commencer assez classiquement, mais puis après je te pose 3-4 questions dont le but est qu'elles ne t'aient pas été posées par d'autres, puis après on passe la parole à la salle. Volontiers. Ça te va? Je garde mon masque. Voilà. Et on n'est pas sur scène pour pas être aveuglé. Voilà, je donne la règle du jeu spécifique de cette rencontre. C'est des petits problèmes de vue. Voilà, donc on a décidé, c'était une ambiance un peu plus confinée, comme ça, on va jouer un peu à cache-cache avec la lumière. Je dis ça parce que du coup, tu es un peu en retrait, là, mais tu Ouais, préfères. ce que j'aime bien, en fait, c'est voir le public. Voilà. Là, tu vois personne. Non, mais là, je vois. Ah, voilà. Alors, partons d'abord de l'idée originelle, ça c'est la question la plus banale du monde, mais quand même là, il y a une espèce de jeu qui est que tu sors des Frères Sisters quand tu envisages de travailler sur celui-là, et avec une logique quand même de contre-pied presque, de se dire tiens, je viens de faire un film aux États-Unis avec un gros casting, très masculin, beaucoup d'action, et si je faisais l'envers, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la logique d'enchaînement des films. Oui, je pense. Truffaut disait qu'on faisait un film contre l'autre. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il y a quelque chose il y a un fond de vrai. C'est que quand moi je tourne, il y a dans une journée tout ce que je ne vais pas faire parce que c'est pas le film que je suis en train de faire. Tu vois, c'est comme si c'était tu fermes un tiroir, il y en a un autre qui s'ouvre. Et voilà, très naturellement, c'est vrai que c'est comme une espèce de... il y en a un qui est le positif ou négatif de l'autre. C'est comme ça. Et donc là, tu passes d'un film où on traverse l'espace à un film où on reste fortement sur place. On va être complètement dans le noir là. Non mais là c'était bon hein, comme luminosité, je crois. Ça devient chaud, moi je crois. C'est un film sensuel. On est au Méliès, hein. C'est pas n'importe où. Au Méliès, il y a Homélie, il y a un truc. Ah, bon, allez. Céline, on peut laisser comme ça, enfin même un peu plus de lumière. Parce qu'après je vois plus rien. Ah oui, c'est ça. Donc si on peut remettre un peu de lumière. Vous non plus? En même temps, ça crée une ambiance. Non mais c'était vachement bien tout à l'heure, je comprends pas pourquoi vous avez touché les manettes. Je sais pas non plus. Je suis pas sûr que en fait, quelqu'un... tu tiens pas du tout ton équipe. Si voilà, ça y est. Allez, regarde. Céline, bravo. Céline en cabine. Allez, on y va. Donc, oui, prenons le contre-pied, donc du coup, film beaucoup plus ancré sur un territoire très déterminé, un quartier même, Paris 13e, avec des personnages féminins très fortement mis en avant, et là, c'est en partie lié à la source textuelle, c'est-à-dire un roman graphique, puisque, y compris le personnage masculin, fait partie des ajouts que vous avez fait avec tes deux scénaristes dont on va dire un mot après. Le personnage de Camille, ouais. Il n'existe pas dans les nouvelles. Oui, c'est ça. Ça, c'est le travail d'adaptation, en fait. Il y a eu beaucoup de travail d'adaptation, mais l'essentiel du travail, c'est de créer un personnage qui n'existait pas dans les planches de Terminé, et qui pouvait faire le lien entre les trois histoires. Et donc, qu'est-ce que tu prends de ce roman graphique de Tominé? Je me souviens plus bien, en fait. C'est vrai? Tu amalgames 3 nouvelles, déjà? Il y a des choses qui... Alors oui, il y a une chose, quand même. Il y a la nouvelle avec la jeune asiatique, elle est en noir et blanc. Donc, je me dis, voilà, il peut y avoir peut-être un petit rapport. Et il y a le personnage d'Émilie, il y a le personnage de Nora, le personnage d'Amber. Voilà. Et puis il y a le personnage de la... Ça n'a plus rien à voir. En fait, c'était très très adapté. Les personnages surtout qui m'intéressaient, c'était des espèces de choses, des personnages comme ça d'une trentaine d'années, qui sont flottants, qui ne vont pas se mettre tout de suite dans l'efficacité sociale. Non, c'est bien comme formule, ça ramasse vachement, je m'attendais à ce que tu déploies. Non. Moi j'ai proposé deux, trois éléments de lecture comme ça pour jouer. Hein. En fait, il m'a semblé que un des enjeux, c'était la question de l'identité. Il faut leur constituer une identité à ces personnages, ils cherchent vraiment. Oui, ils se trompent surtout. Ils se trompent surtout, oui. Ils se trompent sur eux-mêmes. Les trois personnages ont la particularité de se tromper sur ce qu'ils sont. Et en fait, l'histoire va leur donner une leçon. Et à la fin, ils sont en accord. Et le seul personnage qui est en accord avec lui-même, c'est le personnage d'Amber. Voilà. Et c'est celle qui va faire, en fait, qui fait que tous les dominos tombent. Oui, parce que quand elle commence à agir sur l'une, en l'occurrence, ça a un effet. Ça recadre tout le reste.
Alors, ce jeu-là, il me paraît passer par une question que j'ai peu vue dans les articles que j'ai parcourus, mais qui est la question de la reconnaissance de soi et de l'autre. Parce que, à la fois, il y a évidemment le personnage de Noémie Merlan qui est reconnue pour ce qu'elle n'est pas, et qui, du coup, va tomber amoureuse de son miroir. Enfin, il y a quand même vraiment ce jeu-là, d'être au plus proche de celui qui nous ressemble. Et puis, en même temps, si on regarde l'autre couple, là, au contraire, on est sur un jeu de différence a priori absolue, y compris en termes de communauté, d'histoire familiale. Et là aussi, d'ailleurs, à cette échelle, pour le personnage féminin, il y a ce jeu de la reconnaissance, et en l'occurrence de la non-reconnaissance, y compris parce qu'elle se fait remplacer par une autre asiatique pour voir sa grand-mère. Voilà, et c'est comme ça que vous avez construit par des... Non, je pense pas. C'est vrai? Ok, moi je me disais que tu allais dire ça. J'aime bien cette analyse, elle est suffisamment complexe et tordue pour me faire plaisir. Ok. J'ai bien entendu. Non, mais comment... Oui, je sais pas, il y a comme des symptômes, mais tu le déplies bien très très rationnellement. Je pense que nous, on a dû parfois manier ce genre de symptômes, que ce soit la reconnaissance, on la prend pour quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça. Mais c'était pas programmatique, ça, je pense pas. Parce que mon truc, je vais le tirer encore un tout petit peu. Vas-y. Non, mais ça marche sur le rapport au spectateur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on croit comprendre et qu'on croit savoir et sur lesquelles on se trompe, qui sont des endroits où, à mes yeux, le film est le plus politique. Je vais citer juste un ou deux exemples. Par exemple, la première fois que Camille arrive devant la porte et qu'elle lui dit « ça va pas le faire », évidemment, on se dit « ah ben, c'est la rupture de leur culture qui fait qu'elle n'accepte pas que ce soit un homme noir qui emménage chez elle, juste avant qu'elle recadre en disant « non mais moi, c'est une femme que je veux », et évidemment le prénom Camille joue sur l'ambivalence. Et donc, nous, on est d'emblée sur une fausse piste, et en fait, le film va à plusieurs endroits provoquer ça. Les fausses pistes, je pense évidemment à l'incursion de la scène en couleur avec Amber, que à la première fois, au premier montage, évidemment, on identifie par le jeu du bout à bout, au personnage de Nora juste derrière, et évidemment, tu travailles là-dessus, puisque par exemple, la fin de la séquence se termine par « j'ai presque envie de crier », et elle pousse un petit cri un peu sensuel qui renvoie aux vidéos que tourne le personnage de son alter ego. Voilà. Et donc j'ai l'impression quand même que le film va démultiplier des fausses pistes comme ça, y compris... C'est parce que quand tu fais une... Moi, il me semble, en tout cas, les comédies que j'aime, ce sont celles où il y a beaucoup de fausses pistes, tu vois. Et c'est des fausses pistes, ça va créer de l'ironie dramatique, et puis on va croire qu'on est sur un chemin, puis ça va bifurquer. Parce que quand tu décides de faire une comédie avec 4 personnages, dont un qui est vraiment à distance, le personnage d'Amber, et tu vas forcément te poser des questions comme ça de relance. Qu'est-ce qui fait relance? Qu'est-ce qui tout à coup capte l'intérêt et va te mettre ailleurs et te surprendre? Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est inhérent, comment là. Vous avez des enfants à la maison, je pense. Ça arrive au meilleur, je vous dis. Et donc voilà, tu es obligé, tu vois, intellectuellement, c'est très intéressant. Effectivement, sur un matériau assez réduit, c'est de faire bouillonner tout ça. Tu vois, effectivement, on peut appeler ça fausse piste, on peut appeler ça des surprises, parfois des coups de théâtre, des choses comme ça. Sauf que les surprises provoquent précisément quelque chose d'assez, je disais politique pour une raison. Je développe juste un exemple, après tu développes un, mais parce que ça me paraît important. C'est que cette histoire de ça va pas le faire et tout à coup, la question que se pose le spectateur, c'est « ah merde, c'est mes propres clichés en fait que je viens projeter sur le film ». Tu mets le spectateur dans une position délicate. Ouais. Et c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Voilà. Et c'est ça, et c'est de faire de... J'avais envie de... C'est un peu... Alors, moi, je pense que le film repose sur une espèce de petite utopie, comme une petite utopie de l'état de la société, de l'état d'acceptation d'autrui, et voilà. Et c'est de faire un peu comme si on faisait le film d'après. Il n'y a plus de problème, c'est comme ça. Et puis voilà. Mais ce qu'il faut, c'est garder la trace de ça. Et c'est évidemment, ça ne va pas le faire. La trace de ça, c'est que ça ne va pas le faire. Au point que d'ailleurs, la question de l'origine principale qui soit nommée, alors il y a la question du langage, du chinois, du rapport à Taïwan, tout ça, de l'origine, mais en fait, c'est plutôt la provinciale qui pose question par rapport à son origine bordelaise. Oui, c'est sur ce personnage-là, en fait, que la question... Elle a un problème de provincial. Moi, le modèle du personnage pour Noémie, pour Nora, c'était comment c'est le film de Woody Allen, Annie Hall, voilà, c'était vraiment ça, c'était la fille qui vient de province, qui
qui se sous-estime considérablement, qui est ravissante, qui se prend les pieds dans le tapis. Voilà, c'est ça, voilà, c'était un modèle. Et alors je prolonge par un truc qu'on t'a jamais dit. Quand même, dans le premier récit, on invente une Mathilde de la provinciale, qui est complètement fictionnelle, mais qui finit par correspondre un tout petit peu au portrait de Nora. C'est qui Mathilde la provinciale? C'est vrai. C'est ça de faire des films. C'est quand elle dit, c'est l'autre qui vient un jour sur deux. Tout à fait. Et invente. T'étais dans la... Ah ouais. Moi, je suis dans le film. Hein. Ah oui, c'est subtil. Oh la vache. Eh oui, bon, d'accord. Et du coup, non, il a toujours raison, Stéphane. Il a raison sur l'œuvre. Bon, allez, dernière remarque. Oui, vas-y. Est-ce que ces jeux de dupes, ils fonctionnent? Alors, pour moi, ils me stimulent pendant le temps de la projection. C'est pour ça que le film est vivant aussi. Enfin, je veux dire, les deux joyeux anniversaires, celui du début et celui de la reprise de la deuxième partie, quand les nouveaux personnages arrivent, sur 2 scènes de sexe, parce qu'à l'arrivée, quand même, c'est ça qui ouvre les deux parties. Et il y a là aussi des effets de l'heure, par exemple, quand elle dit « moi j'aurais bien fait un plan à 3 », du coup on se dit « tiens, c'est ce personnage-là qui va glisser vers la question de l'homosexualité potentielle », et évidemment c'est de l'autre côté... C'est que ça va se passer, mais ça, comment je reviens, c'est le côté, c'est là où le personnage d'Émilie se trompe. Elle pense être très très audacieuse, très libérée, sexuellement, intellectuellement, parce qu'elle va vite, mais elle se trompe complètement, elle a juste un petit cœur qui bat, et puis voilà, et puis tais-toi, tu nous agaces. Et puis c'est les gens qui nous font subir le rapport difficile qu'ils ont avec leurs parents et leur culture. Voilà, tu vois, c'est à coup de revendications absurdes, mais fais-nous les vacances. C'est ça en fait, c'est comme le film va la calmer. C'est un projet de film. Allez, moi aussi je me calme un peu. Qui veut poser la première question? Ouais. C'était plus pour... Pardon? Je regardais là-bas. Ah non, je suis juste là. C'était plus pour rebondir sur ce que tu venais de dire, Stéphane, par rapport au fait, parce que tu as dit dans ta dernière intervention que la question de l'homosexualité était posée. Moi, ce que je trouve très intéressant, justement, et c'est un peu le côté... Voilà, parce que... Alors, c'est un peu... Ça fait référence au côté utopique de l'œuvre auquel vous faisiez référence quelques instants plus tôt. J'ai justement pas l'impression que la question de l'homosexualité en tant que telle soit posée pour le personnage de Nora. Ouh, je peux... Enlevez votre masque, je pense. Ok, donc, du coup, je trouve justement que son rapport au personnage de Amber, c'est juste une question d'amour, de naissance de l'amour, et il n'y a rien qui indique par ailleurs qu'elle n'a pas eu des relations homosexuelles avant. Donc pour moi, j'ai pas du tout l'impression que justement ça pose la question de l'homosexualité et que ça la banalise dans le bon sens, justement. C'est que on a déjà parlé d'après. Oui. Oui, bien sûr. Je trouve que justement, et c'est ça, dans ça que c'est efficace, c'est que ça banalise l'homosexualité, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est déjà, comme vous veniez de le dire, en train de penser à l'étape suivante sur un plan Oui, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a plein de débats qui ne sont pas intéressants du tout. Alors, parce que comme la société est légèrement en retard, c'est très... Moi, j'ai bien aimé le prendre comme sujet de comédie, justement, de l'intégrer dans un sujet de comédie. Ne me laisse pas trop longtemps. Oui, bonsoir. En fait, par rapport à votre introduction, moi, j'ai pas du tout vu l'aspect d'abord de l'identité de... Ouais, il est asiatique, il est noir et tout ça, mais j'ai plus ressenti la question du genre et des relations hommes-femmes aujourd'hui qui sont compliquées. La question aussi de l'homosexualité, de l'amour, et de me dire que aussi l'aspect un peu générationnel de la modernité d'aujourd'hui, où en fait, des jeunes de 20 ans, je pense qu'aujourd'hui, arabes, noirs, asiatiques, ils sortent ensemble, ils couchent ensemble, ils ont des histoires d'amour ensemble. Et moi, ce que je vois plus dans le film, c'est de questionner un peu voilà, les questions de genre, plus peut-être que l'identité, parce que peut-être c'est plus ça l'enjeu de société d'aujourd'hui. Et moi, je savais pas que c'était Céline Sciamma qui avait aussi été co-scénariste. Et ensuite, voilà, pour moi, ça fait sens et je me dis que... Moi, j'ai l'impression que tout va ensemble. Je suis d'accord. Oui, mais tout va ensemble. Tout est croisé, oui. Si, au passage,
Tu peux peut-être développer cette idée que tu évoques de temps en temps et qui est vraiment dans le film, qui est de dresser le portrait d'une génération qui fait l'amour tout de suite et qui discute après. Enfin, Oui, c'est parce que moi, bon, ça, comment, enfin, pour ceux qui connaissent le film, moi, l'origine de ce film-là, c'est La Nuit chez Maud d'Éric Rohmer. C'est vraiment, moi, ça vient vraiment de là. C'est un film que j'ai vu quand il est sorti, je devais avoir 14-15 ans. Et c'est un film qui m'a vraiment marqué d'un point de vue pédagogique. Tout à coup, il y avait une espèce de répertoire de ce que c'était qu'un bel homme, un homme intelligent, comment un homme intelligent parlait à une femme intelligente. Voilà. Mais il parle tellement qu'ils oublient de faire l'amour. C'est un peu singulier. Et que là, moi, j'ai pris je me suis dit, tiens, aujourd'hui, comment le système est inversé, où il y a les apps de rencontre. T'as vu, je parle moderne, je dis donc, on couche le premier soir, et moi, la question que je me pose, c'est la question du discours amoureux. Quand est-ce que ça va commencer à parler à nouveau, quand, comment, et quels vont être les mots. Voilà, c'est ça. Sachant que c'est la première blague qu'elle dit en chinois, c'est « je baise d'abord et je vois après ». Bien sûr, elle n'a pas vu le film de Rohmer. Voilà. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film. Une question toute basique, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cet endroit, les Olympiades, pour le tourner? Alors, comment d'abord, comme j'ai vécu vraiment longtemps dans le 13e, alors pas côté Olympiade, côté Budokan, c'était vraiment pour moi un lieu de promenade, voilà, et que j'ai toujours trouvé cet ensemble de tours, mais très très beau, et un peu exceptionnel dans Paris. On peut dire qu'il y a la place des Fêtes, c'est la même chose, non, c'est la place des Fêtes, c'est totalement raté. Les Olympiades, c'est très réussi. Que je trouve en plus, ça fait rêver, les Olympiades, c'est déjà un nom incroyable. Et qu'ensuite, j'ai beaucoup tourné, alors je réponds à une question qu'on n'a pas posée, mais le noir et blanc, j'ai beaucoup tourné dans Paris, et je sais à quel point Paris est une ville où il n'y a pas de grandes perspectives, comme je dis New York ou même d'autres villes. Berlin, il n'y a pas de perspective, c'est pas une ville très haute, et c'est un peu gris, c'est muséal, et j'en avais un peu assez. Et donc j'avais envie de présenter Paris comme une métropole vraiment contemporaine, moderne, et un Paris qui ne serait pas Paris. Voilà. Et le 13e, pour ça, est vraiment parlant. Beaucoup de choses se sont construites, c'est très moderne, c'est très beau. Et noir et blanc confortent tout ça. Bonjour, bonsoir. J'ai 3 questions. La première, je voudrais savoir, est-ce que l'histoire est vraie? Est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie, en fait? Première question. Deuxième question. Non. Deuxième question. Deuxième question, quand il sort en DVD? Ah, je pensais qu'il y avait une suite. Quand il sort en DVD, après les gens le voient, etc. Je ne peux pas vous dire, monsieur, mais absolument pas. Et je ne sais même plus si les films sortent encore en DVD, je ne sais même plus. Non, mais c'est vrai, Stéphane, ils sortent en DVD. Dans le monde d'après, non. Dans le monde d'après, non. Vous le téléchargerez, vous le piraterez. Et le budget du film? Le budget du film, je crois que c'est plus de 3,5 millions. Oui, alors peut-être une question sur le titre du film, Les Olympiades. On a vraiment l'impression d'assister aux Olympiades de l'amour, c'est-à-dire oui. un exercice extrêmement difficile, apparemment. Et ce qui m'a surpris tout à l'heure, c'est quand vous avez prononcé le mot de comédie, parce que le spectateur n'est pas d'emblée, spontanément, se trouve pas dans la situation de recevoir une comédie. Le noir et blanc y est pour quelque chose, évidemment, parce que ça déroute. On attend le moment où la tragédie va surgir, et ce moment ne surgit pas. C'est un leurre de plus que vous... C'est un programme extrêmement déceptif. Voilà, c'est ça. Et alors, ce que j'ai adoré, moi, c'est la réaction de Nora quand elle va... elle avise son amie de fac dans la rue, et elle va lui foutre son poing dans la gueule, quoi.
qui est le contraire du cliché que spontanément on a. Il n'y a qu'un homme qui peut faire ça. Voilà. Donc vous nous avez surpris et déroutés tout au long du film. Et il y a quelque chose de rétrospectivement, puisque il paraît qu'on est dans l'année Molière, mais on a l'impression d'avoir assisté à une comédie de Molière 2021. Molière .0, .2. Merci. Merci, bonsoir. Je voulais revenir un petit peu sur la question de l'identité en vous transmettant en fait des remerciements. C'est ceux de mon compagnon qui est un jeune homme noir français, très cinéphile, et qui m'a dit « Va voir ce film parce que c'est une des rares fois où je me reconnais dans un film de cinéma français ». Et du coup, à ce titre, vous savez sans doute que le collectif 50-50 a sorti récemment un rapport qui évoque à nouveau le manque de représentation, notamment des personnes racisées en France au cinéma. Et du coup, je pense que votre film, Sous des airs légers, est très politique, en fait. Je suis 50-50. Voilà. Donc je voulais vous transmettre ça et voilà, revenir un peu sur cette question. Vous lui transmettrez mes amitiés. Mais en même temps, j'espère qu'il ne s'est pas trop identifié au personnage de Camille, parce que c'est quand même un trou du cul, Camille. Alors, il m'a parlé que... La nuance à apporter. Tout à fait. Il m'a parlé que de la dimension raciale. Oui, pour le reste, je ne sais pas. C'était ça, voilà, sur la comédie, pour rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. C'est aussi très intéressant de créer un personnage qui est attirant et très antipathique en même temps. Qui a tous les traits du mec un peu prétentieux qui s'écoute parler, qui ne doute pas trop de lui, en fait. Et ça, c'est ce qui l'attache à Émilie. Ce qui va l'attacher à Émilie, je pense, c'est qu'ils adorent s'écouter parler, et donc ils vont adorer parler ensemble. Parce qu'elle aussi, elle n'est pas complètement... Elle ne suscite pas totalement l'empathie du personnage. Le rapport à la grand-mère est quand même pas complètement glorieux. Ils sont durs. Cela dit, pour répondre à la question de la dame à ta place, depuis Un prophète, au moins, tu dis l'acte politique principal, c'est le choix des acteurs et c'est le casting. Oui, bien sûr. Autant dans l'époque d'Un prophète, moi j'étais je sais pas comment dire ça de manière modeste, moi j'étais un peu insatisfait du casting français. Ça c'est quand même pas, ça a pas mal bougé. Ouais. Alors, peut-être que vous connaissiez quand même Noémie Merlan. Le portrait de la jeune fille en feu. C'est le portrait de la jeune fille en feu. Makita Samba, c'est quelqu'un qui vient plus du théâtre, qui vient du Conservatoire national d'art dramatique. Jenny Bess, moi je l'avais vu dans le film qui joue la cam girl. Voilà. Et le passage d'Émilie, Émilie Zang, elle est étudiante à Dauphine. Elle a suspendu ses études. Ah oui. Justement, il y avait un petit risque là-dedans. On a beaucoup répété, avec les comédiens. Ce que je ne faisais plus, j'avais oublié ça, c'était de beaucoup répéter, mais pas seulement pour... à partir du moment où ils avaient des expériences professionnelles très différentes de Noémie à Lucie, il fallait mettre tout le monde à niveau, qu'ils trouvent une liberté, qu'ils ne soient pas terrifiés, et qui me rassure. Et alors, tu as répété avec deux spécificités. Petit 1, il y a des coachs, et Émilie, elle en a 3 quand même. Donc, tu nous expliques pourquoi, 3 coachs, pourquoi faire. Et 2 duos, y compris en les réunissant tous au théâtre du Rond-Point pour des répétitions. Oui, c'était comment j'avais engagé, on appelle ça en bon français, des coachs. Par exemple, Émilie, c'était aussi des choses les franco-chinoises. Il y a des trucs de musicalité du français qu'elle n'a pas forcément spontanément. Voilà. Des accents. Et après, j'avais des coachs pour les faire, juste peut-être pour les faire se tenir autrement, tu vois, parce que pour Émilie l'a redressé, Makita le faire marcher d'une certaine façon, tout ça. Et puis pour les scènes de sexe, ils ont fait leurs choses, leurs trucs ensemble, quoi, voilà. Et quand puis moi, après, j'ai filmé ce qu'ils m'ont proposé. Mais il y avait une chorégraphe quand même dans l'affaire. Il y avait une chorégraphe, non? On appelait ça nos chorégraphes. Oui. Voilà. Et
Donc voilà, c'est ce qui simplifiait pour moi la chose. Donc, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Rond-point, c'était quoi? C'est ça, on l'a beaucoup répété, puis à un moment j'ai eu l'idée d'une chose comme le scénario du film le permettait. On a loué le théâtre du Rond-Point, puis ils ont filé tout le film en temps réel, comme ça, sans s'arrêter, 3 jours avant le tournage. Comme ça, ils se sont tous vus jouer les uns les autres, ils ont éprouvé ce que c'était que le jeu, comme ça, d'être un peu en suspens, et de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et ça, je crois que ça m'a beaucoup servi. Autre question? C'est une bonne méthode. Bonsoir. Bonsoir. Pour revenir à la couleur et au noir et blanc, je voulais juste savoir pourquoi il y a une seule séquence en couleur. Oui, c'est parce que ça correspond à un moment donné. La scène, c'est un anniversaire. Et que je voulais que ça soit marquant comme si elle était, elle, dans le cadeau d'anniversaire. Le truc un peu. Et ça marche. J'ai toujours pensé aux couleurs, cette scène. Et ma deuxième question, c'est juste le travail par rapport à la couleur. Est-ce que vous avez tout de suite pensé au noir et blanc ou Oui, tout de suite. Avec un chef-op nouveau avec lequel tu avais oui, Paul Guillon. Que tu as d'ailleurs qui avait fait la photo d'Ava, le film de Léa. Oui. Parce qu'on a cité Céline Sciamma, mais la deuxième co-scénariste, c'est Camille Juste, la réalisatrice d'Ava. À quel moment, bonsoir, je voulais demander à quel moment vous avez eu ce partenariat, elle naît avec ces deux scénaristes. Ça s'est fait vraiment en 2 temps avec un film entre. Je savais que j'allais faire le western, les Sister Brothers, et je voulais avoir un film qui m'attende, d'une certaine façon, ne pas sortir du western des poches vides. Et donc, j'ai rencontré Céline, on s'est très bien entendu. On a fait ensemble une ou deux ou trois versions d'une première adaptation. Et après, moi, je suis allé tourner. Et que quand je suis revenu du tournage, je ne sais pas combien de temps, un an, je ne sais pas combien de temps après, Céline a été plus libre, elle tournait. Voilà, et c'est là que j'ai travaillé avec Léa. Et c'est essentiellement Léa. Ce qui reste du film, ce qu'il y a dans le film, c'est essentiellement Léa et moi. Mais sans Céline, on n'aurait pas eu. Léa qui, par ailleurs, a déjà travaillé au scénario avec Arnaud Desplechin. Yep. Bonsoir. Je me posais une question quand vous parliez des répétitions qui sont passées au théâtre du Rond-Point. Du coup, la caméra était présente aussi. Non, je voulais pas ça du tout. Parce que je voulais pas que c'était un vrai filage. Je voulais pas que ce soit filmé. Je voulais pas en avoir la trace. Je voulais que ce soit vraiment, c'était vraiment fait pour les comédiens et probablement aussi pour que les techniciens voient un peu comment ça allait se passer. Mais c'était essentiellement les comédiens. D'accord, merci. C'est le moment où je mets un petit coup de pression aux étudiants de l'université Paris 1 que je n'ai pas encore vu lever la main. Tu les terrorises. Ouais, je vois. C'est ma réponse. J'ose pas te le dire. Donc, tu es là. Au départ, je ne voulais pas poser de questions, mais il y en a une qui me vient tout de même. C'est pourquoi le choix du noir et blanc? Parce que, en fait... Un peu répondu déjà quand même. Mais oui, oui, je trouve qu'il y a une forme de... C'est une histoire moderne, avec une forme d'intemporalité. Le noir et blanc, les Olympiades, effectivement, il y a aussi le lieu qui est Paris sans être Paris. C'est pas tout de suite aux Olympiades que l'on pense quand on pense à Paris. Et du coup, ça le rend intemporel. Et pour moi, il y a deux traits qui sortent du film. C'est l'isolement, la solitude et l'exclusion. Et le sentiment de solitude, je pense que c'est un sentiment que tout le monde partage, quel que soit le genre, l'origine. Et du coup, ça rend le film intemporel, je trouve. Exclusion, pourquoi? Exclusion parce que la jeune fille chinoise se sent, je trouve qu'elle se sent pas forcément là où elle travaille. Parce que moi je pense que la solitude, oui, ce sont des gens qui viennent faire une forme de solitude. Ça peut être tout ça, une solitude contemporaine. Et mais alors, comment elle,
famille. C'est qu'elle veut plus, elle n'en peut plus du carcan familial. Voilà. D'ailleurs, pourquoi reste-t-elle dans l'appartement de la grand-mère? Ça sera la révolution. Mais elle n'est pas, non, elle ne se sent pas du tout exclue. Elle est très, au contraire, elle fait très partie de son monde. Elle est très, très dedans. Et pourquoi envoie-t-elle quelqu'un d'autre à sa place parce qu'elle est, comment, je crois que mon idée, en tout cas, c'était qu'elle est tellement bouleversée par sa grand-mère qu'elle ne le supporte pas. D'accord. Je l'ai pris comme ça, mais on peut le prendre. Comme sa grand-mère ne la reconnaît pas, je me suis dit, tiens, voilà. C'est un peu vache. Ça peut être justement montrer qu'elle a beaucoup d'émotions, justement. En plus, bon, elle est chinoise, donc le rapport aux grands-parents est un truc très très important. Donc quand sa mère lui dit à la fin, mais pourquoi tu es pas, c'est toi qui aurais dû nous le dire, elle sait à quel point elle était nulle. En test, c'est un des signes qui n'est pas un contre-pied, parce qu'au début, pendant son bad trip, là, le mec lui dit tu vas attraper la mort, et elle dit non, pas la mort. Et évidemment, c'est elle qui va quand même attraper la mort par le biais de la grand-mère. Bonsoir, j'ai une question par rapport à la musique qui a été faite par Ron, je crois. Elle est assez moderne. Quand vous avez décidé de travailler avec lui, est-ce que vous lui avez dit que vous vouliez vraiment une musique très moderne comme ça pour coller vraiment au Je connaissais un petit peu le travail de Ron, j'avais vu le beau film, comment il s'appelle La nuit venue. Oui, merci beaucoup. Donc voilà, et puis je connaissais un peu son travail avec la haute, je connaissais un petit peu tout ça, donc je savais ce qu'il pouvait faire. Sauf que je lui ai demandé de le faire bonsoir. Sauf que je lui ai demandé de le faire très très vite. Et avant, mon idée initiale, qui était une idée totalement débile, c'était je voulais du Schubert. Je voulais du Schubert tout le temps. Et ça a été une catastrophe. Vous avez essayé, ça marche pas? Bien sûr, la 850 de Schubert. Il en reste au piano. Elle joue du Schubert. Oui, c'était. Elle joue la sonate. Ah, mais c'est à l'autre bout, ça. Je viens, hein. Ben voilà. Et on entend bien, mais c'est pas un peu fort. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me suis posé une question par rapport à la scène du Skype entre Amber et Nora, où elle fait mention, en fait, elle montre une photo avec son oncle, et du coup, Amber lui demande si elle a couché avec lui, etc. Et en fait, je me suis posé la question de cet aveu qu'elle fait, qui du coup amène la question de l'inceste, où on sent qu'il y a un malaise qui s'installe et tout, on voit qu'il y a la question de l'inceste qui est posée, et du coup je me suis demandé si c'était un élément de réponse au problème qu'elle a dans sa vie sexuelle. Oui, c'est même une réponse un petit peu pas très fine, mais réfléchie. Enfin, oui, mais bien sûr, disons que dans l'idée des scénarisants, c'était ça. Mais alors pourquoi elle considère pas ça comme, pourquoi elle le présente pas comme une violence? Moi c'est plus ça ma question. C'est parce que comment je sais pas, je peux pas vous répondre. C'est parce que je crois qu'elle n'est pas encore, peut-être qu'elle n'a pas encore assez muté, peut-être après Amber, après tout ça, peut-être qu'elle sera en mesure. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Vous avez raison, mais je pense qu'elle n'est pas encore. Elle est tellement. Ça aussi, c'est amusant de faire un personnage qui est très empêtré, très empêché. Parce qu'elle dit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait l'amour, et du coup, c'est la dernière fois, est-ce que c'était comme ça? Oui, sans doute. Oui, sans doute. Vous voulez vraiment des détails d'une précision? Ah, mais je me pose des questions. Oui, mais dès que je vais aller dans les réponses, ça va être un peu. Moi, ce que je me raconte pendant cette scène, c'est qu'elle est tellement surprise qu'elle devine comme ça sur la base d'une photo que du coup, d'une certaine manière, ça lui laisse pas le temps de réagir et de. Oui, mais on peut se dire, madame a raison, on peut se dire que Nora aurait eu le temps de réfléchir à tout ça. Elle n'a pas, je crois qu'elle est trop empêchée. C'est un personnage empêché. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question par rapport au personnage, parce que c'est vrai qu'il y en a. Très près du micro là, on t'entend pas. Il y a beaucoup de personnages qu'on peut percevoir comme étant antipathiques. Comment on trouve la bonne mesure pour tout de même avoir de l'empathie pour eux ou être en accord avec eux à certains moments? C'est presque un des conseils de scénariste. C'est pas.
si vous donnez des personnages comme ça tout de suite très sympathiques, on est chez les bisounours. Et ça va faire. Il faut qu'il y ait vraiment un chemin dramatique pour les personnages et pour le spectateur avec les personnages. Hitchcock disait meilleur est le méchant, meilleur sera le film. C'est pas faux. Il faut pas, oui, c'est bien là ça nous a amusé de construire des personnages avec des aspérités qui ne sont pas. Il va falloir un petit temps avant qu'ils nous attrapent. Ça fait partie du mouvement du film. Que la sœur gagne la sympathie tout le temps. Excusez-moi. J'ai pas entendu. La sœur, ah oui. Éponine. La sympathie tout le temps. Oui. Oui. Il le fallait. Il le fallait. J'adore. Bon, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je trouve que vous êtes quand même gonflé. Hein. Parce que, je ne sais pas comment on dit ça, mais les relations entre Noirs et Chinois sont pires que nous. C'est-à-dire que... Vous êtes où, madame? Pardon, je vois pas. Non, je suis là-haut. Ah, c'est monsieur, pardon. Non, mais j'ai une voix spéciale. Ouais, je vois bien, mais ça y est. Non, parce que... Les relations entre... Noirs et Chinois oui. sont vraiment, vraiment dures par rapport à nous. Nous, déjà, on a eu notre quota, mais maintenant... C'est pour ça que je parlais d'une petite utopie politique. Voilà, parce que là vraiment, j'ai été KO. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, je vous le dis, parce que j'ai lu des tas d'articles sur ces fameuses relations entre Noirs et Chinois. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, monsieur. Bon. Une autre question ou... Ah ben bien, d'accord. Il y en a deux à gauche. Ah, ici? Par rapport bonsoir, par rapport à tout ce qui se dit, moi j'ai l'impression, enfin, comment je perçois le film, c'est moins dans le jugement. J'ai l'impression qu'il y a plein de moments où on se reconnaît juste dans l'humanité et toutes les facettes de certains personnages, et qu'il y a... Voilà, il y a justement, comme vous disiez tout à l'heure, aussi cette sensation du monde d'après, où on aimerait pouvoir vivre. Moi, la scène où elle vient d'aller baiser, elle retourne au travail, elle a calé ça dans son horaire en 30 minutes, et puis elle danse, et elle fait grand battement. Ce film est un grand chant d'espoir. Mais voilà, moi je le vis comme ça, parce que je me dis, c'est plus d'être moins dans cette position spectateur, où je vois, oh là là... tout ces stéréotypes, et il y a moyen de juger toute situation et tout comportement de chaque personnage, et c'est plus d'être dans cette dans cette hybridité quoi, de chacun, et de l'humanité qu'on peut se reconnaître dans chacun des personnages, je trouve. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Voilà. Exactement, voilà. Alors ils peuvent avoir une certaine idée d'eux-mêmes, mais c'est pas... Oui, mais même ça... Mais la vie les redressera. Et puis la fin, parce que vous auriez pu décider de terminer l'histoire sans que ce soit une fin heureuse pour tous les deux, par exemple, mais il est là, et malgré tout ce qu'ils sont, quoi, et ils se retrouvent quand même. Donc moi je trouve que c'est assez beau, quoi. Moi j'avais presque une idée d'épilogue en voix off, sur la porte fermée, j'ai surveillé la porte d'Émilie qui aurait dit. Et puis après, ça a été le Covid, on s'est enfermé et on a baisé comme des castors. Bonsoir. C'est de la chance. Bonsoir. Alors déjà, vous dire que j'ai adoré votre film. Je suis là, si vous ne me voyez pas. Là. Mais dès que c'est prêt, c'est peut-être important que vous me voyez. Parce que c'est l'acoustique. Parce que moi, justement, par rapport à la couleur de ce personnage, moi qui ai la même couleur que lui, je n'ai absolument pas trouvé que c'était un sujet du film. Pour moi, ce personnage, il était
il aurait été noir, bleu ou vert, ça aurait été pareil. J'ai pas du tout eu l'impression d'un propos autour de sa couleur. Déjà, première chose. Voilà. Et sur la question que je voulais vous poser, alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'on vous demande de décrypter des choses et de nous aider à comprendre. Moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement frappée et j'aimerais bien que vous me décodiez un petit peu parce que j'ai pas réussi toute seule. C'est quand le personnage féminin dit je me trompe, tu te trompes toi aussi. Et je voulais savoir, moi, ce personnage, le personnage masculin, quand il l'aime, est-ce qu'il se trompe sur lui-même ou en quoi est-ce qu'il se trompe? Parce qu'on a l'impression qu'il, sincèrement, il l'aime. Oui, non, mais il l'aime. Elle est déjà en train d'être ailleurs. Là-dessus, il se trompe. Elle est déjà avec Amber. Oui, je comprends. Merci. Et lui, oui, il va rester sur le carreau. Et là, il y a un petit arrière-plan Marivaux Musset, non? Sur le rapport au personnage. Oui. Un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a une autre question par là, passer autour. Ok. S'il y a une dernière main, c'est maintenant qu'il faut la lever, parce que des fois je triche, je dis avant-dernière. C'est un truc extrêmement sportif, directeur du métier. Ouais, tu vois. Hein. D'où ma ligne. Bonsoir Jacques, Bonsoir. Et merci pour ce beau film. Merci beaucoup. Vous êtes l'homme des grands écarts, je dirais ça comme ça. Avec ma femme, nous avons vu Deepan et les frères Sisters que nous avons adorés, des thématiques vraiment différentes et réussies. Est-ce qu'il y a un sujet, une thématique finalement dans vos futurs projets, ou pas futurs, mais une thématique qui vous donne envie, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas encore traité, et vous vous dites ouais, ça, j'aimerais le faire. Ça marche pas. J'ai l'impression que ça marche pas par thématique. Bonsoir. Je fais portier chez toi, Stéphane. Et oui, je vais t'engager bientôt. Je pense pas que ça fonctionne par thématique. C'est plutôt. J'ai l'impression que c'est comme si il y avait des espèces de opposés à moi. Alors, ça peut être la forme western, ça peut être la forme aussi, et qui vont tout à coup cristalliser des envies ou des idées. Là, par exemple, c'était une idée un peu de. Si je mets des mots un peu génériques, ça parle pas, mais j'avais envie d'une comédie romantique, j'avais envie de gens très, très mélangés, que ça, voilà. Et tout à coup, quelque chose va se cristalliser et ça va faire un sujet. Mais c'est pas des thématiques, c'est des choses plus vagues que ça. Plus vagues. Et comme Sister, c'est une chose particulière aussi, c'est que c'est le seul film dont moi je n'ai pas eu l'idée. C'est une commande qui m'a été faite. C'est peut-être pour ça que je l'ai fait. On sait déjà que le prochain n'aura rien à voir avec les deux qu'on vient de citer. Eh ben oui, j'espère. Oui, je pense qu'on va voir. Oui. Merci, mais du coup. Attendez, monsieur, je réponds à votre question. Mais... Non, je réponds maintenant. Alors, oui, mais du coup, c'est quoi la réponse à la question? Parce que monsieur avait dit thématique, vous aviez dit non, ce n'est pas des thématiques, ce serait plus des tonalités, des registres, des genres, je ne sais pas, des esthétiques. Et du coup, en partant de ce principe, ce serait quoi? Pour le prochain que vous n'avez pas encore exploré. Le prochain, c'est encore un truc. Ce sera une comédie musicale au Mexique, à Mexico, chantée en mexicain. C'est pas une blague. Mais je vous dis ça, j'en tremble déjà. Je suis pas sûr du tout. Et c'est singulier, c'est quelque chose que j'ai écrit pendant le premier confinement, je l'écris très vite. Et c'est la première fois de ma vie que ça se produit. Et j'ai écrit en fait un livret d'opéra. Oui, je fais en 5 actes. Je comprends, mais là, franchement, je ne comprends pas d'où ça m'est tombé dessus. Je pense que je vais le regretter amèrement. Je propose que chaque personne dans cette salle s'engage pour l'avant-première du prochain film de Jacques Audiard qui viendra, j'espère, cet été, et que Jacques pourra revenir pour le présenter. Au passage, on remercie Franck de Memento, grâce à qui on a pu organiser cette rencontre. Merci Jacques Audiard et merci à vous. Merci beaucoup.